La Chine se prépare-t-elle à la guerre? Les tensions entre le continent et la démocratie taïwanaise sont très intenses. L'augmentation des dépenses de défense, l'amélioration de l'état de préparation au combat de l'armée chinoise et l'ouverture de bureaux de mobilisation dans tout le pays laissent penser que quelque chose se prépare. Dans le même temps, Taïwan reste en état d'alerte. La Chine communiste considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, bien qu'elle n'ait jamais gouverné l'île. Et Pékin n'a pas exclu d'utiliser la force pour atteindre ses objectifs. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine semble prendre très au sérieux la préparation à un éventuel conflit, et Taïwan reste en état d'alerte. Pékin a publié son budget national ce week-end. Il met en évidence le projet de la Chine d'augmenter les dépenses de défense de 7,2% cette année, un rythme plus rapide que l'objectif de PIB du pays. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a également appelé l'armée du pays à renforcer sa préparation au combat. Les voisins de la Chine et le reste du monde observent attentivement la situation, d'autant plus que les tensions se sont accrues ces dernières années autour de Taïwan. Lundi, Taïwan a prévenu que l'île devait rester en état d'alerte cette année. L'île craint en effet une entrée soudaine de l'armée chinoise dans des zones proches de son territoire. Les dirigeants de l'île ont répété qu'un acte agressif engendrerait des conséquences. Voici ce que le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré lorsqu'il a répondu aux questions du Parlement. Entrer dans la zone des 44 km ou s'approcher des 22 km, un mouvement de ce type. Il y aurait alors un combat. Oui, c'est bien cela. La Chine revendique Taïwan et n'a pas renoncé à faire usage de la force pour placer l'île sous son contrôle si nécessaire. Le régime communiste chinois n'a jamais gouverné Taïwan. L'île s'est engagée à exercer son droit à l'autodéfense et à contre-attaquer si les forces armées chinoises pénètrent sur son territoire. D'autres signes indiquent également que Pékin se prépare à la guerre. Une nouvelle agence appelée Bureau de mobilisation de la défense s'installe dans toute la Chine. Voici les détails. Au moins 104 de ces bureaux ont vu le jour en l'espace de 3 mois. Plus de 90 d'entre eux se trouvent dans la province du Fujian, de l'autre côté du détroit de Taïwan. Les bureaux sont situés du nord au sud de la Chine et d'est en ouest. Ils s'étendent même jusqu'au Tibet. Mais à quoi servent-ils? Selon les annonces faites par les autorités locales, ces bureaux ont pour mission de coordonner et de mobiliser les ressources, dans des domaines tels que les transports, l'économie, la technologie, les données et les communications. En outre, ils sont également chargés d'organiser des mesures civiles contre les potentielles attaques aériennes ennemies. Les annonces ne contenaient pas de termes tels que temps de guerre, mais ce type de mesure est généralement considéré comme une activité d'avant-guerre. La décision de la Chine intervient à un moment où de fortes tensions se font sentir. Elle fait suite à l'ajustement des lois du Parti communiste chinois le mois dernier, ouvrant la voie à la guerre. Cette modification prévoit que l'armée chinoise peut prendre le contrôle du système judiciaire en temps de guerre. Selon un analyste des affaires chinoises, ce changement pourrait contraindre les civils à rejoindre l'armée et à combattre. Et tant qu'une déclaration de guerre reste en vigueur en Chine, quiconque exprime des opinions qui s'écartent du discours de Pékin pourrait être en danger. L'ancien président américain Donald Trump a expliqué ce qu'il ferait au sujet de la Chine s'il remportait la présidence en 2024. Lors de la CIPAC de samedi, il a promis de rester ferme envers Pékin. Je révoquerai le statut commercial de la Chine en tant que nation la plus favorisée. Les États-Unis ont accordé à la Chine le statut de nation la plus favorisée pour la première fois en 1980. Cette désignation a permis de réduire les droits de douane américains sur les produits chinois importés. Les produits chinois devenaient ainsi plus compétitifs sur le marché. À l'époque, ce statut devait être renouvelé chaque année, mais en 2001, le Congrès a voté pour rendre ce statut permanent pour la Chine. Je mettrai en place un plan sur 4 ans pour supprimer progressivement toutes les importations chinoises de biens essentiels et acquérir une indépendance totale vis-à-vis de la Chine. Je tiendrai la Chine financièrement responsable d'avoir déclenché le virus chinois sur le monde. Trump a également promis de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS. Les États-Unis ont été l'une des plus importantes sources de financement de l'organisation, avec 200 à 600 millions de dollars par an. Trump a suspendu ce soutien financier à l'OMS au cours de son mandat. Le président Joe Biden a rétabli le financement après son entrée en fonction. Le dirigeant chinois Xi Jinping réorganise son équipe en plaçant ses fidèles soutiens autour de lui. Dimanche, les hauts responsables chinois se sont réunis pour une importante réunion du Parti communiste chinois, les 2 sessions.
Cette année, Xi Jinping s'est officiellement assuré un troisième mandat sans précédent, ainsi qu'un remaniement complet de la direction, plaçant ses plus loyaux partenaires auprès de lui. Li Qiang est confirmé dans ses fonctions de Premier ministre, le second de Xi Jinping. En tant que secrétaire du parti à Shanghai, Li a strictement appliqué l'an dernier un confinement de 2 mois en appliquant la politique du zéro Covid-19. Cette politique a suscité la colère des habitants et a porté un coup dur à l'économie du pays. Li est diplômé de l'école centrale du PCC et est l'un des politiciens qui a obtenu la confiance de Xi. Ding Xuexiang est le nouveau vice-premier ministre chargé de l'économie nationale. Comme Li, Ding n'a pas été responsable de l'élaboration des politiques économiques jusqu'à ce stade de sa carrière. Il a été le principal conseiller de Xi à Shanghai et a changé pour Pékin en tant que secrétaire personnel de Xi après la nomination de ce dernier à la tête de la Chine. He Lifeng est l'ancien président de la Commission nationale pour le développement et la réforme. Il est à l'origine d'un projet d'investissement d'État appelé le Manhattan de la Chine à Tianjin qui a échoué. Ce projet a laissé la ville avec des gratte-ciels déserts et de très grosses dettes financières. Zhu Hexin, connu pour être l'un des plus grands dirigeants de banques chinoises, fait également partie de l'équipe. Zhu a été président du conglomérat financier d'État Citigroup. Il est aujourd'hui chargé de la politique financière de la Chine. Contrairement à leurs prédécesseurs, ces 4 hauts responsables du cabinet de Xi n'ont que peu ou pas d'expérience en matière de relations extérieures. L'effondrement de l'immobilier en Chine a laissé dans son sillage de nombreuses maisons à moitié construites. Mais lorsque des acheteurs en colère se sont rassemblés pour obtenir de l'aide, ils ont fait face à la violence et aux arrestations de la police. Voici la suite. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des foules de policiers encerclant des manifestants dans plusieurs villes la semaine dernière. Les acheteurs de maisons se sont rassemblés pour réclamer des remboursements ou une solution pour leurs maisons inachevées. Dans plusieurs régions, la police a recouru à la violence, battant et arrêtant les gens sur place. Des scènes similaires se sont déroulées le mois dernier. À Jiangzhou, capitale de la province du Henan, les autorités ont arrêté de nombreux manifestants. Les projets immobiliers inachevés sont omniprésents dans le centre-ville de Jiangzhou. Les promoteurs ont escroqué les acheteurs avec ces maisons inachevées en pré-vente. Les gens n'ont aucun moyen de défendre leurs droits. L'immobilier est le moteur de l'économie chinoise. Mais l'année dernière, l'effondrement des principaux géants de l'immobilier a aggravé les turbulences du marché, entraînant une chute des prix et l'endettement d'un nombre croissant de promoteurs. Les acheteurs ont investi leurs économies dans des maisons neuves en projet pour finalement constater qu'elles n'ont jamais été construites. Le pire est survenu après 3 années de la politique chinoise du zéro Covid-19. Les détenteurs d'hypothèques se sont retrouvés aux prises avec des mensualités difficiles à rembourser en raison du ralentissement économique du pays et des pertes d'emplois en masse. Les acheteurs de logements accusent les autorités d'avoir réprimé les manifestations, menacé les manifestants et supprimé les messages qui s'y rapportaient sur les réseaux sociaux au lieu de s'occuper du problème. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.